BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Apolline. Merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes la maire de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Romans-sur-Isère qui est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours désormais. Lieu du drame, lieu des affrontements, lieu des oppositions. Romans-sur-Isère, c'est là que se trouvait le lycée de Thomas. C'est là qu'il jouait au rugby. Romans-sur-Isère, c'est là aussi que sont nés les principaux suspects de l'attaque de Crépol et de la mort de Thomas. Romans-sur-Isère, c'est là encore que des militants d'ultra-droite venus de toute la France ont débarqué samedi pour en découdre. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Voilà ce que le porte-parole du gouvernement a dit à vos côtés hier alors qu'il est venu sur place. Quand est-ce que ça a basculé, Madame le maire ? Alors, si moi j'étais capable de le dire, beaucoup auraient dû s'en rendre compte bien avant. Enfin, aujourd'hui, Romans, c'est une ville moyenne, comme nous en avons beaucoup en France. C'est une ville de 34 000 habitants où on aspire à une forme de tranquillité qu'on aimerait bien retrouver. Il y a eu les événements qui se sont opérés sur Crépol. Les auteurs identifiés sont des habitants de Romans, de jeunes habitants de Romans, nés à Romans, comme vous l'avez précisé, et qui habitent dans un quartier avec des problématiques, des difficultés, mais aussi une forme de groupe minoritaire qui vient polluer la vie de tout le monde. Le quartier de la Monnaie, le quartier qui est incriminé, c'est un quartier qui fait environ 4 500 habitants. Il y a à peu près une centaine de jeunes qui mettent un bazar pas possible, avec vraiment un groupe extrêmement dur. Et parmi ces 100, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a 4 500 habitants. Et c'est vraiment ce que je veux qu'on essaie de comprendre avec vous. Vous êtes maire depuis 2014, oui. Vous l'avez donc vu évoluer, vous avez observé ce quartier. Vous dites 4 500, 100 jeunes qui au quotidien posent problème et un noyau dur qui sont particulièrement violents. On a pu mesurer le degré de violence qui était le leur, notamment dans le drame qui s'est opéré à Crépol samedi dernier. Le jeune Thomas a été poignardé et je dois dire que lors de la visite du ministre Véran hier, il a pu prendre la pleine mesure de la douleur des familles et aussi la manière dont ça s'est passé, quoi. Et donc, ça veut dire quoi, ça, Madame le maire ? Parce qu'on a quand même l'impression que beaucoup a été dit, que dès que les politiques parlaient, ils étaient accusés, les uns de récupération, les autres de minimiser. Pendant 10 jours, vous avez finalement été assez seul. Vous avez vu l'agitation politique, mais sur le terrain, personne n'est venu, jusqu'à ce que finalement le porte-parole vienne. Vous avez dit d'ailleurs, vous êtes senti abandonné et que le gouvernement ne prenait pas la mesure du drame qui s'était joué. Quand vous dites la colère et la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce que vous voulez dire ? On a entendu parler de Rix. L'ensemble des jeunes qui étaient là, et des adultes, parlent tous d'attaque. Et lorsqu'on regarde et qu'on écoute aussi les témoignages, les différents témoignages, ils sont tous concordants pour aller dans le sens de l'attaque. 2 choses. Les familles demandent 2 choses. La première, c'est une fermeté sans appel de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Vous vous arrêtez là-dessus. Il y a eu au départ 2 témoignages qui avaient été rapportés par la presse, par le Dauphiné Libéré et par Paris Match, disant que certains habitants de Crépol avaient entendu les attaquants, pour reprendre votre mot, dire « on vient pour tuer du blanc ». Mais la justice, le procureur, a dit oui, il y a 9 des personnes qui étaient présentes dans la fête qui disent avoir entendu en effet des propos de cet ordre. Pour autant, il ne retient pas le caractère raciste de l'attaque. Si je vous écoute, pour vous, ça ne fait aucun doute et le simple fait d'en douter ne ferait qu'aggraver les choses ? Moi, je pense que la première des choses, ce serait de le considérer. Quitte à l'analyser après, je pense que là, c'est le rôle de la justice, mais je pense qu'il faut que... Enfin, c'est même pas je pense, je dis qu'il faut que ce soit pris en compte. Par les politiques, par le gouvernement ? Par la justice. Il faut qu'elle le prenne en compte et qu'elle puisse apprécier ces éléments. Mais est-ce qu'on n'est pas du ressort de l'émotion plutôt que de l'enquête ? Pourquoi le dire maintenant ?
Je veux dire, c'est à la justice de le déterminer, ça. Donc je pense que il n'y a pas, enfin, pour avoir entendu ces jeunes, et je pense que le ministre les a entendus hier, et j'ose même imaginer que s'il avait un avis avant d'arriver, il en avait un tout autre lorsqu'il est reparti. Avant de repartir, il a finalement dit « C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur ». Vous êtes inquiète du fait qu'on ne soit pas à la hauteur? Alors, ce « on », il est collectif. Je n'ai pas le droit d'être inquiète. Parce que lorsqu'on a des engagements, il s'agit aussi de prendre la pleine mesure des situations. Donc, moi, je suis déterminée, je suis extrêmement volontaire et j'aurai le courage de tout mettre sur la table. Mais je ne peux pas être seule. Parce que sur ce type d'intervention, sur cette volonté d'être acteur sur des quartiers qui sont difficiles, avec des poignées de jeunes qui sont, je vous le dis, on va se dire les choses, trafic de drogue, délinquance de plus en plus forte, et puis la radicalisation, disons les choses, quoi. Radicalisation, ça veut dire religion, radicalisation religieuse. Musulmane. Musulmane, tout à fait. Donc, il y a un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Puis quand on dit trafic de drogue, il y a aussi la consommation. Et je dis aussi... La consommation, c'est-à-dire ceux qui achètent, mais aussi les délinquants qui eux-mêmes consomment. Bien sûr. Enfin, tout le monde, personne ne l'ignore, ça. Et sur ce point-là, je pense que il y a une chose qu'il faut aussi considérer, parce qu'on parlait souvent d'intégration. Alors, l'intégration, c'est très intéressant. On a eu des intégrations qui marchent extrêmement bien. Je voudrais quand même dire que la plupart des personnes qui sont à Romans, qui sont d'origine maghrébine, on n'a absolument aucun problème. Certains font partie de nos équipes municipales, nous n'avons aucun souci et nous ne pouvons que nous en féliciter, quoi. Mais aujourd'hui, on a tout un quartier qui souffre avec cette poignée qui met un bazar pas possible. Enfin, c'est même plus un bazar, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui ne sont pas entendables. Vous avez dit justement... vous avez alerté sur cette forme de délinquance qui est devenue inouïe. Vous dites d'ailleurs que les réponses, on va y revenir sur la question des sanctions, ne sont plus adaptées à ce type de délinquance. C'est quoi comme comportement? C'est quoi au quotidien? Je veux dire, sans arriver jusqu'au drame absolu qu'est la mort de Thomas. Quand on décide de faire de son quartier une zone de non-droit, c'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. C'est une zone de non-droit. Ce n'est pas une zone de non-droit. Moi, je leur dis, ce ne sera pas une zone de non-droit. Mais ils le tentent, et par quels moyens? Parce qu'ils occupent le terrain. Après, je dis que la réponse pénale sur l'ensemble des délits qu'ils ont pu commettre avant, elle n'était pas à la hauteur non plus des actes commis. C'est-à-dire qu'on pratique la culture de l'excuse à longueur de temps. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter la culture de l'excuse et il faut des sanctions plus fermes, dites-vous. Alors, vous savez quoi, on va rentrer dans le détail très concret. Un exemple, Chaïd, qui est l'un des gardés à vue désormais mis en examen. Il y a donc 9 mis en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. 6 ont d'ailleurs été placés en détention provisoire, 3 sous contrôle judiciaire. L'un d'eux, donc, avait déjà eu affaire à la police et à la justice, au moins 2 fois, avec 2 condamnations, des amendes pour recel de vol pour l'un, pour violence avec port d'armes blanches. Et il s'est vu notifier le 25 septembre dernier une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme, un couteau est une arme, d'une durée de 2 ans. Cette notification très officielle de ne pas avoir le droit de porter un couteau, bon, qui s'est avérée donc totalement inutile, ça vous fait même lever les yeux au ciel. Vous vous dites, c'est ce genre de sanction où vous vous dites, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun... je veux dire, ça ne sert strictement à rien. Je pense que ce qui serait intéressant... Je ne vais pas citer de nom parce que moi, je ne connais pas directement cette personne. Et vous reviendrez justement sur cette question parce que ça a fait débat. Mais allez-y. Oui, on peut revenir dessus. Je ne connais pas personnellement et directement cette personne. Je dis juste une chose, c'est que ce noyau dur, on a aussi un ensemble d'individus qui sont issus de parents qui étaient déjà délinquants. Donc, quelque part, c'est une culture qui se transmet, quoi. À un moment donné aussi, on a sur ce noyau dur des jeunes pour lesquels il y a des problématiques qui relèvent de la santé mentale. Alors, je suis à peu près la seule à le dire, mais je ne suis pas la seule à le constater. Donc, à un moment donné, moi, je dis les choses. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien à faire du point de vue de la justice. Pas du tout. C'est-à-dire que si c'est appliquer les lois de telle manière de dire tiens, il a une peine, ça va. L'objectif est quand même, lorsqu'il y a une peine, c'est de le remettre dans le droit chemin. Sauf que si vous essayez de câbler quelqu'un
qui n'a pas déjà les gaines de passage, ça fonctionnera jamais. Donc, la réceptivité de ces personnes par rapport à la peine qu'ils ont reçue, mais ça n'a absolument aucun effet. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus forts que lorsqu'ils sont partis, parce que ça devient les caïds. Donc, à un moment donné, je dis qu'il faut arriver à extraire ce noyau dur. Les extraire et les mettre où? Il y a 5 des 9 mis en examen qui avaient déjà été condamnés pour des délits. Je vous parlais de celui qui a été condamné 2 fois, mais il y en a un qui a même été condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis pour violence aggravée. Quelle est l'étape d'après? C'est-à-dire que quand vous dites qu'il faut les extraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement les peines avec sursis n'ont aucun intérêt, qu'il faut... c'est quoi? Ça relève de l'éducation? Ça relève de la sanction? Je pense qu'on pourrait... alors, il y a plusieurs choses. Moi, je peux donner des idées, mais je pense qu'on a quand même plus d'idées à plusieurs. Il y a quand même des spécialistes aussi. Et vous appelez d'ailleurs à ce que le gouvernement et d'autres se remettent autour de la table. Et une chose est sûre, c'est que lorsqu'on fait de la prévention, donc on fait ce qu'on peut. On a à peu près 68 enfants qui sont avec nos éducateurs actuellement, qui les accompagnent, mais pour un éventail de démarches, vous n'imaginez même pas, quoi. Donc... on les accompagne, mais il y en a qu'on ne captera jamais parce que ce sont des décrocheurs extrêmement tôt. Les parents ont déjà décroché. Enfin, je veux dire, le sens de l'école, de l'éducation, ça ne leur parle absolument pas. Mais on fait quoi? On ne va pas abandonner. Ah, mais il ne faut pas abandonner. Donc on fait quoi? Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans certaines familles, je pense notamment à l'aide à l'enfance qui revient au département et on voit dans quel état elle est, l'aide à l'enfance. Oui, mais ils constatent exactement la même chose, c'est-à-dire que ils ont des enfants parmi lesquels la notion, par exemple, de santé mentale dont je parlais à l'instant même, eh bien, c'est pratiquement plus d'un tiers. J'avais dit la moitié hier, mais je révise un peu parce que je pense que c'est un petit peu plus du tiers d'enfants, de jeunes enfants qui présentent déjà ces troubles. Ça veut dire que ce sont des enfants, quelquefois, qui sont issus de parents qui sont issus des trafics, de la consommation, d'un ensemble de consommations illicites. Donc il y a une fragilité, ils ont été mis en fragilité. Ils sont déjà en fragilité, mais une partie des enfants qui doivent être placés, des enfants qui doivent être placés ne le sont parfois pas, faute de structure adaptée, faute de place, et donc on laisse ces enfants continuer à être aux mains de parents qui, visiblement, sont en faille. Donc après, tant bien que mal, alors on aménage des horaires à l'école, mais ça ne marche pas, l'aménagement d'horaire à l'école, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous... En fait, on met ces enfants qui sont en échec, et là, franchement, leur échec est visible par tous, parce qu'on leur dit, alors tu vas aller à l'école le matin, mais pas l'après-midi, où on fait des horaires aménagés, sauf que comment voulez-vous qu'ils puissent au moins penser raccrocher? C'est pas possible, quoi. Et puis, ça ne fonctionne pas, le décalage, ils sont trop loin, quoi. Vous redoutez d'autres drames? Alors, vous dire que je n'y pense pas, ce serait mentir. Donc, je le redoute. Je suis obligée de faire des choix aussi dans les manifestations que j'organise. Le drame ne s'est pas fait à Romans, mais c'est tous les Romanais, c'est tout un territoire qui est touché. Parce qu'on dit Crépol, il n'y a pas Crépol d'un côté, Romans de l'autre. Beaucoup de gens qui habitent Crépol ont des attaches romanesques. On se connaît tous, quoi. On se connaît tous. On est sur un territoire où il n'y a pas, il n'y aurait pas d'un côté les ruraux, comme on a bien voulu le faire dire, et puis d'un côté, il n'y a pas deux fronts qui se font face, ce qui a été aussi presque, on peut dire. Il y a eu du souffle sur cette idée qu'il y aurait une confrontation, une opposition. Vous parliez de la question des prénoms tout à l'heure. C'est aussi notamment le journal Le JDD qui dit que ces prénoms auraient été volontairement cachés, mais qu'il y aurait d'un côté Thomas, de l'autre, je reprenais l'un des prénoms qui a été donné également par Le Figaro. Est-ce qu'effectivement il y a quand même de cela, ou est-ce que c'est une manière d'encourager encore les divisions? Moi, je pense que de ne pas avoir communiqué sur les prénoms plus tôt, c'était indécent. Ça, je le dis parce que, par respect pour les familles, je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un autre drame, on va communiquer nom, prénom tout de suite. Et là, il a été nécessaire. Chacun attendait. Et finalement, les noms circulaient sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne soient confirmés par les autorités. Donc, ça ne va pas. Ce que vous voulez dire, c'est que les autorités ont sciemment tenté de Je pense cacher... Elles avaient certainement une bonne raison.
mais je ne connais pas la raison. En tout cas, les dégâts sur le terrain, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y a une incompréhension. Et je veux dire, ça ne fait que renforcer la stigmatisation. Ça ne fait que renforcer la stigmatisation et la crainte qu'on a voulu les leur cacher, qu'on a voulu cacher cette confrontation-là. Bien sûr, parce que est-ce qu'on a eu peur de ce qui allait être dit? Mais de toute manière, à un moment donné, il allait bien falloir lâcher. Donc pourquoi on n'a pas cette notion de transparence dès le départ? Je veux dire, on assume. Donc quand on assume, ça veut dire aussi que quand je vous dis, Madame de Malherbe, qu'il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse un diagnostic partagé et qu'on arrête les grands-messes de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et voilà tout ce que j'ai fait. Non, stop. Aujourd'hui, évaluons nos politiques, évaluons ce qu'on a mis en place, évaluons-le ensemble. Et d'ailleurs, des choses ont été faites, de l'argent a été mis. Vous avez dit que 140 millions d'euros avaient été investis, notamment dans le quartier de la Monnaie depuis 2014, depuis que vous êtes maire. Et vous avez ajouté, avec presque une forme de désarroi, on a cru bien faire. J'ai entendu ce mot que vous avez prononcé. On a cru bien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on s'est trompé, on a été naïf, on n'a pas donné la réponse qu'il fallait? On a pensé que la réponse était de l'argent? Non, c'était pas ça. Je pense que, par exemple, dans tout ce qui a été mis en place sur la politique de la ville, avec la rénovation urbaine sur son premier volet, sur son second volet, donc là, ce sont des interventions fortes de l'État. Et heureusement qu'on a l'État derrière nous, notamment s'agissant de la rénovation urbaine, l'intervention de la CAF est là aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Je pense qu'on a procédé comme si c'était toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte l'évolution comportementale des habitants de ces quartiers. Alors, quand je dis des habitants, et notamment et plus particulièrement de l'évolution de la forme de la délinquance. C'est-à-dire qu'on a une délinquance qui est de plus en plus forte, mais de plus en plus dure. De plus en plus dure, de plus en plus violente. Et vous parlez effectivement de ces violente. deux points qui sont le trafic de drogue et la radicalisation. Parce que moi, j'entends le ministre de l'Intérieur qui parle de milice. Moi, j'ai vu sa fermeté ce matin. J'aurais aimé qu'il ait la même lorsque nous avons eu les émeutes, nous, dans nos villes moyennes. Parce que les moyens, comme j'ai eu ce week-end, j'en ai jamais eu autant sur mon territoire. Madame le maire, ce que vous dites ce matin, c'est que quand Gérald Darmanin dit « on a évité une petite guerre civile, je ne laisserai aucune milice d'extrême droite faire sa loi », vous dites « ok, très bien », mais vous attendiez cette même fermeté, vous ne l'avez pas eue jusqu'à présent? Pourquoi ne l'avons-nous pas eue pendant les émeutes fin juin, début juillet? Moi, j'aurais aimé autant de moyens. J'aurais aimé autant de moyens. Il y a des choix qui sont faits que vous ne comprenez pas? Alors que je ne comprends pas, ou alors je veux bien qu'on me les explique et je veux bien entendre, je veux bien écouter. Je sais qu'on ne pouvait pas mettre des moyens partout, mais à un moment donné, ça veut dire qu'on est capable de mobiliser dans certaines situations. Et pourquoi on a minimisé les autres situations? Alors après, on va me dire oui, mais alors là, le week-end dernier, c'était principalement Romans et pas les autres villes. Sauf que là, quand je regarde un petit peu l'actualité, j'ai l'impression que c'est en train de gonfler un peu partout. Et il y a eu ces milices qui se sont retrouvées dans les rues de Lyon. Hier soir, une centaine d'individus cagoulés, masqués, armés de barres de fer pour nombre d'entre eux lorsqu'ils étaient à Romans le week-end dernier. Malgré tout, vous étiez content qu'ils soient là, les policiers, qu'ils évitent, comme l'a dit Gérald Darmanin. Je ne cautionne pas la violence pour de résoudre les problèmes de violence par la violence, bien évidemment. Et je peux vous assurer que d'avoir une milice, parce que je vais réemployer le terme du ministre. Franchement, moi, j'avais jamais vu ça dans ma ville. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant. Cette confrontation, cette menace de guerre civile, et attention, comme le dit Gérald Darmanin. Pire, c'est que les agresseurs risqueraient de passer pour les victimes maintenant. Donc, attention. C'est-à-dire, vous voulez dire, les agresseurs de Crépol risqueraient de paraître pour les victimes des milices? Je dis que ceux qui sont le noyau dur de la Monnaie, enfin ce qu'il en reste après ces arrestations, mais il en reste toujours, je le confirme, finalement, la police est intervenue, les CRS étaient là, enfin tout le monde a conjugué ses forces et c'est très bien. Mais c'est en fait, il ne faut pas oublier pour vous qui sont les agresseurs
Voilà, au départ. on est obligé de protéger, quoi. Enfin, ça revient et c'est dans les compétences de l'État. Et vous vous c'est retrouvez ça. avec deux fronts désormais. Alors, on se retrouve avec deux fronts, et d'un côté, finalement, ceux qui avaient agressé la semaine d'avant se retrouvent victimes. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce genre de... Vous faites confiance désormais, la prise de conscience est là. Vous auriez imaginé, c'est-à-dire que quand on vous écoute, Madame le maire, et qu'on sait que vous êtes maire depuis 2014, vous auriez imaginé aujourd'hui devoir dire les choses comme vous les dites? Vous-même, vous ne les disiez pas comme ça, si Je les disais pas comme ça, je les disais quand même un peu. Après, quand on devient maire, la notion de délinquance, quand c'est pas nécessairement votre parcours ou pas nécessairement les fréquentations que vous avez eues, vous découvrez aussi. Moi, je vous le dis très, très honnêtement, et je dois pas être la seule dans ce cas-là, quoi. Donc, ce que je crains aujourd'hui, ce que je crains et ce que je dis qu'il faut vraiment endiguer, c'est cette évolution de la violence, de cette notion de noyau dur. Et si on n'est pas foutu d'intervenir sur un noyau dur qui, en gros, fait 50 individus, ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes, je le comprends, et dans des villes plus importantes. Mais moi, je dis qu'il faut au moins essayer, quoi. Il faut au moins essayer. Il faut au moins tenter. Marie-Hélène Thoraval, merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes la maire donc de Romans-sur-Isère.